Bonjour à toutes et à tous, nous voilà à la fin de l'année. Et grâce à vous, Écran Large est toujours vivant, rassurez-vous. Toujours la banane, toujours debout. On a survécu une année de plus à l'avarice de Google, à l'algorithme YouTube, à une ribambelle de blockbusters pétés et même à un piratage. Avant de subir l'ultime épreuve, les repas de famille de fin d'année, et d'envisager 2024 avec sérénité, il fallait bien qu'on cède à la tradition du top de l'année. Comme chaque année, notre sélection provient des différents tops des membres de la rédaction que notre fan de tableur à nous, Alexandre, s'est chargé de compiler pour aboutir à une liste de 25 films. Et comme chaque année, toute l'équipe se réunit en vidéo pour commenter les 10 premiers, reflétant, on l'espère, la diversité d'opinions et de goûts qui caractérise notre beau média de gros rageux auquel on est tous et toutes très fiers d'appartenir, malgré les galères. Et on est parti avec le numéro 10. En 10e position, Je verrai toujours vos visages, écrit et réalisé par Jeanne Herry. Le film est sorti en mars 2023 et honte sur nous, on est passé à côté à l'époque, pas le temps donc pas de critique. J'ai été le rattraper en salle et ça a été un véritable coup de cœur. Le dispositif est assez simple. Je verrai toujours vos visages parle de la justice restaurative qui a été mise en place en France en 2014 en complément de la justice pénale. Alors qu'est-ce que c'est la justice restaurative? C'est un espace où des victimes et des auteurs d'infractions se rencontrent pour discuter et essayer de se reconstruire et avancer. Une manière de rebattre les cartes dans un espace un petit peu magique hors de la société parce que c'est confidentiel, sécurisé et encadré. Alors dit comme ça fait un petit peu bisounours, mais s'il vous plaît ravalez votre cynisme parce que c'est magnifique. Jeanne Herry est une fantastique directrice d'acteurs et d'actrices. Comme elle l'avait prouvé dans ses précédents films, elle l'adore et pupille. Donc le film brille déjà à ce niveau. Élodie Bouchez, Gilles Lelouch, Miu Miu, Dali Ben Salah, Adèle Exarchopoulos ou encore Leila Bekti, tous sont absolument parfaits. Et moi ce que j'aime beaucoup avec le cinéma de Jeanne Herry, c'est l'attention qu'elle porte à la voix, à la diction, aux intonations et au rythme. Je verrai toujours vos visages raconte à quel point la parole est précieuse et peut blesser ou panser les plaies. Le choix des mots est important, mais la manière de les dire l'est tout autant. C'était déjà extrêmement fort, je trouve, dans Pupille, le précédent film de Jeanne Herry, mais je trouve qu'elle va encore plus loin ici. Et tout ça est écrit, filmé et pensé avec une grande attention et sensibilité pour capter les regards, les silences et toutes les petites variations si importantes dans les relations humaines. Notamment dans la partie avec Adèle Exarchopoulos qui aborde un sujet extrêmement violent avec une grande intelligence et une grande finesse. On n'est pas ici pour désigner les gentils et les méchants, ni pour expliquer ce qui ne va pas dans la société et ni pour faire une pub pour la justice restaurative. On est là pour regarder et écouter des humains, un peu comme si on était une petite souris dans un coin. Le résultat, pour moi, attrape à la gorge dès la première seconde et ça laisse un souvenir indélébile. En 9e position, comment ne pas parler d'Oppenheimer de Christopher Nolan? Je le dis souvent, mais Cri-Cri d'amour, c'est l'un de mes cinéastes de chevet depuis The Dark Knight, comme tous les millennials dans mon genre. Mais ce que j'admire, c'est la manière avec laquelle il teste les limites de son cinéma et de ses spectateurs à chaque nouveau film. Oppenheimer est peut-être sur ce point une apothéose. Un faux biopic qui retourne comme un gant tous les présupposés qu'on pourrait en avoir, au point d'offrir l'une de ses œuvres les plus maîtrisées. Le plus fort là-dedans, c'est qu'en faisant un film sur le créateur de la bombe atomique, Nolan aurait pu se complaire dans une échelle gargantuesque et écrasante, surtout maintenant qu'il utilise à leur plein potentiel les caméras IMAX. Mais justement, Nolan gère tellement bien ses plans, ses lents travelling et la place des corps dans le cadre qu'il peut désormais s'en rapprocher et transformer le visage en paysage épique qu'on se plaît à ausculter à chaque gros plan. C'est une utilisation nouvelle et couillue du format, mais qui transcrit à merveille l'épique d'un monde chamboulé par un seul homme. Oppenheimer parle justement de la crainte d'une réaction en chaîne inarrêtable, et c'est exactement la forme que prend le montage de Nolan, voguant entre les époques et les dialogues lapidaires pour capter la culpabilité d'un homme dont on peut interroger le bien fondé de ses actions. Le cinéma de Nolan a toujours été un cinéma de la perception, attaché au ressenti de personnages qui perdent la mémoire ou traversent les rêves des autres. Et depuis Dunkerque, le montage éclaté de Nolan me semble plus pertinent que jamais, parce qu'il interroge le sens de l'histoire avec un grand H. Il nous oblige à voir que tout ne repose que sur une multitude de points de vue et non sur une vérité objective, ce qui rend l'ensemble encore plus vertigineux que ces contrastes entre l'infiniment grand et les visions de l'atome de son personnage principal. Je pourrais m'attarder des heures sur le génie de son casting, sur la musique de Ludwig Göransson et sur la photographie d'Oite von Huntema, mais en tout cas, Oppenheimer est bien un grand film magistral de bout en bout et dont le carton au box-office a en plus le mérite de rassurer sur les goûts du public, clairement l'un des gros moments de cinéma de l'année.
À la 8e position, on retrouve Simple comme Sylvain, un film québécois réalisé par Monia Chokri. Sur le papier, on pourrait le vendre comme une comédie romantique sur une bourgeoise qui tombe amoureuse d'un prolétaire, chacun essayant de comprendre et de se familiariser avec l'univers de l'autre. Autrement dit, un pitch convenu, voire très simpliste et caricatural. Et c'est là toute la malice de la cinéaste qui reprend effectivement les motifs de la comédie romantique neuneux, mais pour mieux les tordre et les pervertir, ce qui peut être aussi drôle que déchirant. Il y a quelque chose de déroutant dans la relation de Sylvain et Sophia, parce qu'on peut sentir un épanouissement sur le plan sexuel, mais une vraie débâcle sur le plan sentimental. C'est une histoire d'amour auquel on a du mal à croire, en tout cas pour ma part. Je vois cette relation comme une chute libre. Si elle avance, c'est pour aller droit dans le mur. Il y a toujours cette ombre, cette menace sourde qui plane au-dessus d'eux. Bref, ils sont dans une impasse qu'ils veulent ignorer alors que tous les signes sont là. Pourtant, cette histoire est belle dans sa dimension passionnelle et éphémère. D'ailleurs, là-dessus, Monia Chokri filme magnifiquement bien le désir féminin qui passe par la découverte, la désinhibition, le plaisir évidemment et surtout la communication. Mais c'est en voulant figer cette relation si spéciale, en voulant cadenasser jalousement et finalement définir l'indéfinissable en accord avec les attentes sociales que la situation leur échappe complètement. J'aime aussi énormément l'écriture des personnages, en particulier Sophia, qui est un portrait assez ambivalent. Je la vois autant comme une rêveuse idéaliste assez touchante que comme quelqu'un de paumé qui conceptualise trop l'amour pour le vivre sereinement. C'est aussi une femme sophistiquée confrontée à ses préjugés, alors qu'elle pense avoir une sorte de noblesse et de grandeur morale qui lui épargnerait justement un conditionnement lié à sa classe sociale. Alors oui, c'est peut-être simple comme Sylvain, mais c'est aussi riche et complexe comme Sophia. En 7e position, on a Le Garçon et le Héron. J'aurais bien évidemment eu recours à la violence pour le mettre dans le top s'il l'avait fallu, mais même pas besoin d'en arriver là puisque le nouveau film d'Hayao Miyazaki mérite largement sa place dans cette vidéo. Il peut diviser parce qu'il est fait pour déstabiliser, comme souvent chez Miyazaki. C'est un film qui ne répond pas à un schéma type, qui est bien plus labyrinthique et hypnotique. La narration s'égare, fait des détours, et le récit est très saccadé pour offrir des parenthèses magiques sans forcément leur chercher de but ou de sens précis. C'est une œuvre libre et imprévisible, une sorte de carte blanche, et ça ne peut fonctionner que si on consent à être pris par la main et baladé d'un endroit à l'autre, sans forcément comprendre ou même apprécier toutes les escales. En tant que spectateur, on colle donc au parcours et au ressenti de Mahito, le protagoniste. L'artiste nous ouvre à nouveau les portes de son imaginaire onirique et on retrouve bien la plupart des fils rouges thématiques et visuels de son cinéma. On pourrait d'ailleurs voir Le Garçon et le Héron comme une sorte de relecture nostalgique du voyage de Chihiro, mais ce n'est pas un best-of paresseux ou du fanservice déguisé. Tout ça se met au service d'un propos beaucoup plus grand et beau sur l'héritage et ses fardeaux. Il forme d'ailleurs une sorte de diptyque semi-autobiographique avec Le vent se lève qui serait la face sombre du Garçon et le Héron. Parce que Le Garçon et le Héron, c'est aussi l'histoire d'un homme qui a consacré toute sa vie à sa création, qui a fini par disparaître dans l'univers qu'il a lui-même créé et qu'il a dépassé. Il cherche désespérément un héritier, au même titre qu'il a souvent été question de trouver l'héritier de Miyazaki, et le fait d'envoyer valser ses faux impératifs est un message plein d'espoir pour l'avenir du studio Ghibli, alors que Miyazaki nous prépare clairement à sa mort. Donc après nous l'avoir tenu pour nous guider, Miyazaki nous lâche la main pour qu'on continue sans lui. Évidemment, s'il fait comme annoncé encore un autre film, on perdra cette très belle symbolique. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. À la 6e place, nous ne retrouvons pas moins que la Palme d'Or du Festival de Cannes 2023. Anatomie d'une chute, réalisée par Justine Triet, connaît un très beau parcours depuis l'émotion créée sur la Croisette en mai dernier. Et je ne parle pas que de la Palme d'Or remportée par Snoop, l'actrice canidée du film, puisque Justine Triet amasse actuellement les prix à l'international. Et il y a de quoi. Film de procès hérité d'Autopsie d'un meurtre d'Otto Preminger, Anatomie d'une chute dépoussière le genre en questionnant les mécaniques nécessaires à la justice institutionnelle. Le tribunal devient un lieu où les témoignages et les accusations sont tous récits de fiction avant d'être une possible vérité et font des protagonistes des acteurs sur lesquels on projette des préjugés. C'est Sandra Hüller qui porte le film, comédienne allemande déjà vue chez Justine Triet dans Sibylle en 2019. Incarnant Sandra, une écrivaine ambitieuse, bisexuelle et mal aimable, elle représente tout ce qu'une femme ne doit pas être aux yeux de la société pour s'attirer la compassion du public. Et donc des jurés. Son interprétation impressionne et émeut sous la caméra de Triet qui refuse de laisser le spectateur entrer dans la tête du personnage et ainsi constamment entretenir le doute et nous mettre en face de nos propres a priori. Face à Hüller, le jeune Milo Machado-Graner, Swan Arlo et Samuel Theis achèvent de nous conquérir grâce à leurs personnages tous plus touchants les uns que les autres. Avec un ton souvent presque documentaire, le film oblige à osciller sans cesse entre le désir de compassion et le recul froid et impartial, faisant éprouver au spectateur la durée d'un procès et son impact psychologique.
Anatomie d'une chute, c'est une dissection amère du couple, une étude précise du théâtre d'un tribunal, une leçon de mise en scène, de montage et de direction d'acteurs, et c'est surtout donc une palme d'or bien méritée, quoi qu'en dise Elisabeth Borne qui, à cette date, n'a toujours pas digéré le discours de la réalisatrice lors de la remise de prix. On souhaite à Madame la Ministre un prompt rétablissement et on souhaite surtout à Justine Triet de continuer à faire des films et à l'ouvrir grand. À vous les studios. En 5e position, La Passion de Dodin Bouffant. Alors pour moi, c'est le top 1 de l'année, mais bon, apparemment Écran Large est une démocratie. Peu importe, ce film est magnifique et je dis ça alors que je suis végétarien et que j'ai un peu eu envie de vomir devant certains plats. Donc je parle avec mon cœur et pas mon estomac. Pour être honnête, je suis allé voir le film réalisé par Tran Anh Hung sans en attendre grand chose parce que, bon, une histoire d'amour entre un gastronome et une cuisinière au 19e siècle, ok, pourquoi pas, mais bon. Mais c'est aussi pour ça qu'il m'accueillit avec une telle force. J'ai été emporté, surpris, charmé, amusé, touché et finalement bouleversé par le film. Particulièrement par la douceur et la pudeur de cette histoire d'amour pleine de non-dits, de silence et de jeu, et où les assiettes servent de passe-plat aux sentiments. Alors, on est d'accord, hein, raconter l'amour par la nourriture, ce n'est pas nouveau, mais le réalisateur de L'odeur de la papaye verte le fait d'une manière absolument enivrante. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je ressens autant d'émotion et d'intérêt devant la préparation d'un plat, comme si c'était une grande valse magique, un peu mystique même. Toutes les scènes dans la cuisine sont palpitantes, captivantes, comme si on assistait à une cérémonie ancestrale. Et c'est en partie grâce à la très belle photo de Jonathan Rigbourg. En plus, à titre personnel, moi j'adore les gens qui souffrent en silence, c'est ma passion, donc je trouve le personnage de Juliette Binoche absolument magnifique, particulièrement parce que l'actrice, encore une fois fantastique, le joue avec une sorte de fausse légèreté, avec toujours un petit sourire ou un éclat de rire pour détourner l'attention, si bien qu'elle reste jusqu'au bout du film un mystère pour Dodin Bouffant, mais aussi pour nous. Benoît Magimel est lui aussi excellent, et je crois que j'oublierai jamais la toute dernière scène du film et le dernier échange entre Dodin et Eugénie, parce que c'est d'une simplicité et d'une beauté qui m'a brisé le cœur, et oui, la légende dit vrai, j'ai un cœur. En 4e position, c'est l'un de mes chouchous et l'un des films que j'attendais le plus cette année, Spider-Man Across the Spider-Verse. Et honnêtement, plus j'y pense, plus je me dis qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir eu un tel film. Parce qu'en 2018, Into the Spider-Verse a semblé bouleverser le champ des possibles, avec son animation 3D mixant plein de styles divers, du pop art au street art, en passant par le look cel shading des comics d'antan. Et ça a eu un impact évident sur l'industrie, qui a pris le train en marche, si bien que la suite de Spider-Verse avait fort à faire pour convaincre, maintenant qu'elle n'avait plus l'effet de surprise. Résultat, Phil Lord et Chris Miller, les producteurs du premier, ont eu la meilleure logique possible, pousser les potards à 1000. Chaque dimension visitée par Miles Morales a sa direction artistique définie et le voyage dans le multivers mélange avec une énergie débordante tout ce chaos en arrivant néanmoins à l'organiser. Ça se reflète d'ailleurs dans les scènes d'action, hyper actives mais toujours lisibles, où les personnages semblent traverser les images et les raccords pour se déverser et dépasser une mise en scène classique. Je l'avais déjà dit à la sortie, mais cette ambition fait de Spider-Verse un nouveau miracle inespéré. Chaque élément de scénario est parfaitement imbriqué, la folie technique est grisante, et tout ça porte en creux une viscéralité comme je l'expérimente trop peu. Dès le premier plan et ses coups de batterie qui deviennent des taches de couleur, le film connecte les sons, les formes, les images dans une synesthésie totale qui s'accorde au sentiment de ces personnages troublés. J'en profite d'ailleurs pour big up la musique de Daniel Pemberton, c'est l'incontournable de l'année. Miles et Gwen Stacy se cherchent une place dans des dimensions qui les rejettent et tout leur mal-être adolescent se traduit dans ce maelstrom stylistique. Alors que les super-héros semblent traverser une mauvaise passe, Across the Spider-Verse renvoie tous ces Spider-Man et Women à leur condition de copie, de figures reproductibles qui doivent se trouver une singularité. Et pour Miles, ça veut dire combattre un déterminisme social qui s'attaque autant à son identité d'enfant d'immigré qu'à son alter ego a priori intouchable. En bref, c'est le blockbuster de l'année d'une complexité hors norme à tous les niveaux et qu'on va continuer de se remater en boucle en attendant la suite. À la 3e place de ce top, on retrouve le fabuleux Beau is Afraid. Avec Hérédité et Midsommar, il n'a fallu que 2 films à Ari Aster pour complètement renverser le cinéma horrifique américain. Et si, avec Beau is Afraid, le cinéaste confirme qu'il est bel et bien un des maîtres contemporains de l'horreur, il démontre surtout que l'étendue de son talent ne s'arrête pas aux frontières du genre horrifique. Dans ce 3e film, Ari Aster s'évertue à muter tout ce qu'il touche en objet de malaise à travers une expérience faussement chaotique, dissimulant une richesse thématique éblouissante. Derrière le surréalisme perturbant du premier acte de Beau is Afraid, l'humour noir déjanté de son 2e acte, ou l'horreur existentielle concluant les dernières mésaventures de son héros incarné par un Joaquin Phoenix en total parano, Ari Aster continue à étudier ses obsessions avec un cynisme imparable
et une ingéniosité visuelle qui force le respect. Car derrière la profonde auscultation des liens familiaux toxiques, l'américain livre une expérience narrative unique, capable de fusionner enjeux intimes et voyages opulents, histoire imprévisible et destination inéluctable. Non seulement Ari Aster donne naissance à une sorte de film somme dans sa carrière, mais il se positionne aussi en véritable dieu de ses propres créations, où le cinéma devient un petit théâtre cruel, détenant un pouvoir de vie et de mort. En deuxième position, on trouve encore un film d'animation, mais il est un peu plus déprimant que Le Garçon, le Héron que Spider-Man. Ce film, c'est Mad God. On pourrait croire que le porter au nu à ce point, c'est juste une manière pour nous de rendre hommage à une carrière ou de souligner une performance. La carrière, c'est celle du grand Phil Tippett, légende absolue des effets spéciaux et plus précisément de la stop motion, qui a bossé sur une bonne partie des divertissements hollywoodiens ayant façonné la pop culture telle qu'elle est aujourd'hui. La performance, c'est ce film tourné sur une trentaine d'années, envisagé d'abord après Robocop 2, abandonné au moment de la révolution de Jurassic Park à laquelle Tippett a participé, et retrouvé par un collaborateur qui a convaincu le maître d'aller au bout de son œuvre. Des années de travail minutieux et un crowdfunding plus tard, Mad God n'est pas seulement l'unique long métrage de Phil Tippett, c'est l'œuvre de sa vie. Et on aurait pu se contenter de chanter les louanges de cet accomplissement sans aucun équivalent à l'heure actuelle. Sauf que si Mad God a autant impressionné tant de membres de la rédaction, c'est parce qu'il s'agit également d'une expérience atypique, particulièrement éprouvante, qui fait preuve d'une radicalité et d'un nihilisme ultra puissant. Bien sûr, l'horreur qu'il décrit doit beaucoup à son processus de fabrication. On voit les changements d'instruments de captation, les affres du temps, ce qui en fait une sorte de monstre de Frankenstein cauchemardesque, résumant toute sa narration au concept de descente aux enfers. Là où Junkhead, par exemple, pour citer un autre très bon film en stop motion sorti récemment, se rattache quand même à une histoire, Mad God nous plonge sans filet dans son univers. Un univers qui semble régurgiter toute l'horreur dont est capable l'humain, aussi bien dans son intimité qu'à très grande échelle. Tout le mal-être social se déverse dans la culture populaire depuis 30 ans et Mad God filtre son jus le plus décadent et vicié pour mieux y noyer son spectateur. Donc c'est pas seulement une performance à saluer ou un prétexte pour récompenser un grand démiurge, mais bien un grand film. Un grand film qui arrive à capter quelque chose de son temps, de la culture occidentale dans laquelle il est né, sans pour autant en faire une démonstration. Plus encore que la plupart des longs métrages sortis cette année, il attend du spectateur qu'il ressente l'ignominie qu'il met en scène, via les designs, l'animation, la direction artistique bien sûr, plutôt qu'il ne la comprenne. Et pour nous, c'est une des définitions du cinéma. Avant de vous dévoiler le grand gagnant de nos écrans larges Awards, laissez-moi vous faire part de quelques mentions spéciales que les lois démocratiques n'ont pas permis d'intégrer à notre top. Je commence évidemment par mes chouchous, à savoir The Lost King, fable réalisée par Stephen Frears et tirée d'une histoire vraie, celle de Philippa Langley, une novice en histoire ayant, grâce à ses recherches, retrouvé la tombe disparue de Richard III. Sous le vernis de poésie et d'humour à l'anglaise, Frears livre une œuvre bouleversante sur notre rapport à l'histoire et à la fiction. Je glisse également un mot pour Sissi et moi, un film historique de la réalisatrice Frauke Finsterwalder qui raconte de manière romancée et libre les dernières années de la vie de l'impératrice d'Autriche. Avec la même Sandra Hüller vue dans Anatomie d'une chute et aussi avec Suzanne Wolf, cette perle d'anachronisme et de regard moderne sur l'histoire féminine éblouit autant par sa beauté visuelle que par sa maîtrise de la narration et son point de vue inattendu. Mais bon, il faut aussi que je cite quelques mentions spéciales de mes collègues, alors je parlerai d'un film qui a ému ce cher Antoine jusqu'à l'os. The Fabelmans, récit intime de Steven Spielberg, raconte l'histoire de sa jeunesse et de ses parents. Une ode à la famille, à l'amour et au cinéma, dans laquelle Spielberg démontre encore à quel point il est un véritable maître de la mise en scène. En parlant autant de la lumière comme étincelle de vie que comme outil nécessaire au cinéma, Spielberg rend hommage à la passion qui en a fait le réalisateur qu'on connaît aujourd'hui. Et il n'en fallait pas plus pour tirer les larmes à mon voisin de bureau. Mais je mentionnerai aussi La famille Asada, coup de cœur de Déborah, dont elle n'a eu de cesse de chanter les louanges tout au long de l'année. Film japonais réalisé par Ryota Nakano, il raconte l'histoire vraie d'un photographe japonais, Masahi Asada, ayant mis en scène les rêves de sa famille dans ses œuvres. Pour citer Déborah, un film aussi beau, humain et tendre que La famille Asada ne peut que réchauffer le cœur et mouiller les yeux. Et oui, c'est les grandes eaux, ces mentions spéciales. On change de registre maintenant pour la dernière, qui est celle de Mathieu, notre psychopathe rien qu'à nous, qui a voulu célébrer cette année le magnifique documentaire De Humani Corporis Fabrica. Réalisé par Verena Paravel et Lucien Castan-Taylor et projeté à Cannes, cette plongée au plus profond de la chair humaine nous fait explorer la mécanique du corps, et aussi celle des endroits où on tente de le soigner. Des images de chirurgie très explicites, des sujets durs, de la souffrance, mais aussi de la beauté. Ce film à part donne à voir toute la poésie de la condition humaine. Âme sensible s'abstenir néanmoins. Voilà pour les mentions spéciales, et maintenant, place au numéro 1 de ce top. Le moment que vous attendiez tous est arrivé, puisque c'est l'heure de dévoiler le meilleur film de l'année 2023 selon Écran Large, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Avec Robert De Niro et Leonardo DiCaprio, les deux acteurs fétiches de Martin Scorsese réunis pour la première fois derrière sa caméra,
et également l'excellente Lily Gladstone au casting, c'était l'un des événements de l'année, et c'est un peu cliché de le placer à la tête de notre top, mais que voulez-vous? Toute la rédaction n'est pas forcément d'accord sur la nécessité de sa durée fleuve de 3h26, mais l'équipe est globalement unanime sur sa puissance et sa beauté tragique. En s'attaquant à l'histoire des Osages, et notamment à la série de meurtres dont ils ont été victimes dans les années 20 en Oklahoma, adapté du livre éponyme de David Grind, Martin Scorsese livre à plus de 80 ans une sorte de magnum opus. Jonglant entre le polar noir, le western romantique, la tragédie horrifique, le portrait historique et le devoir de mémoire, mettant en lumière l'invisibilisation d'une culture, la soif de domination des Blancs et la violence systémique de l'Amérique, Killers de Flower Moon se déploie dans une fresque criminelle épique, brutale, mais aussi et surtout exténuante, amère et funèbre sur la cupidité et la cruauté humaine. Et tout ça en parlant de cinéma, de son avenir et de sa crainte de le voir disparaître, notamment dans un épilogue miraculeux. Bref, c'est difficile de ne pas succomber devant une telle richesse de cinéma, revenant à ses origines et ses fondamentaux. Et voilà, c'est tout pour nos films préférés de cette année. Bon, les flops arrivent bientôt, on sait que c'est ce que vous préférez, vous aimez le sang, ne niez pas, on est les chiffres. Pour une sélection encore plus longue et détaillée, n'hésitez pas à aller sur le site où on a chroniqué 25 films, tous à voir pour une raison ou pour une autre. Dans ces raisons, il y a bien le constat des goûts douteux d'une partie de la rédaction, rassurez-vous. Vous pouvez aussi y voir nos tops personnels, et même le top de nos lecteurs qui ont voté sur notre serveur Discord. Merci à eux d'ailleurs. Si vous êtes plutôt audio, débat enflammé et mépris oral, on vous rabat sur nos 4 épisodes du podcast La Réu d'Écran Large, disponibles sur toutes les plateformes. On vous remercie pour les 100 000 abonnés, c'est un cadeau de Noël qu'on ne revendra pas sur eBay, et on se retrouve en 2024 avec un site tout neuf et plein d'autres super films. Salut!